Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On va essayer d'être bref ce matin sur la partie swing, essayer de faire quand même un peu d'intraday. Malgré tout, il y a quand même énormément de choses à dire. Beaucoup de choses qui bougent ce matin, donc on va essayer de couvrir l'essentiel de tout ça. Est-ce qu'il y aura des scénarios à mettre à jour ou non? Ça va être le cas probablement sur quelques-uns, comme notamment notre pote l'AUDNZD. Je vous propose même de commencer... Non, on va faire Bitcoin d'abord, parce que je sens que ça doit brûler sur pas mal de lèvres. Donc allons-y. Alors, Bitcoin. Moi, je pense encore une fois qu'il faudrait commencer par Ethereum. Je pense qu'aujourd'hui, d'un point de vue spéculatif, c'est plutôt l'Ether qui est intéressant, plus que le Bitcoin. Donc maintenant que la bougie est clôturée, je vais pouvoir aller chercher l'information que je voulais. Quel est le volume? Bon, bah voilà, c'est pas cataclysmique, donc je vois pas de raison de flipper, c'est-à-dire que le volume est inférieur à ce qui a été fait la dernière fois sur la dernière mèche. Ça sent la réciproque, à savoir je te tape un coup en haut, je te tape un coup en bas, on fait un nouveau plus bas, tout comme on avait fait un nouveau plus haut ici. Bon là ça avait été fait que sur BitMEX, mais je vous rappelle que là en termes de volume, là j'agglomère tous les exchanges, les principaux exchanges. Donc voilà, là en termes de volume exécuté sur toutes les plateformes qui échangent des bitcoins, on a échangé un volume plus faible que la dernière attaque haussière. Pour moi, ça semble juste. Tout simplement corroborer ce que je recherchais, à savoir, bah là, il y a peut-être que BitMEX qui a réussi à franchir la résistance, mais en attendant, ils ont quand même réussi à passer à travers à ce moment-là. Pas les autres, hein, bon certes. Et là, on tape et on va péter le plus bas. Donc, bah, moi, je dirais, ça c'est gênant parce que du coup, il n'y a que BitMEX qui l'a fait et j'aurais aimé que tous les marchés le fassent, venir chasser au moins au-dessus de ce sommet pour du coup vraiment écarter la volatilité au-delà des précédentes résistances. Parce que ça aurait dit ce que je voulais, c'est-à-dire on commence par écarter les résistances, puis on écarte support. Mais en fait là on fait juste ce que je pensais, c'est-à-dire on écarte la volate. Ici on avait donc le point de friction, on commence à retrouver volatilité, baissière, haussière, baissière, haussière, hein, vous avez bien compris. Le truc c'est ça normalement le schéma, hein, avec celle-là normalement qui remonte que très peu. Hein. Pour moi, le schéma, en fait, c'est vraiment ça. Et là, on remonte chercher ici, les 8000, normalement, on est supposé passer au-dessus de ces trucs-là, très très marginalement, repasser là, corriger assez fortement et même assez longtemps derrière. Normalement, on devait aller faire un plus bas ici. Mais là, moi, je pense qu'on l'a déjà fait le plus bas. On peut peut-être encore quand même aller un peu plus bas après. Hein. C'est-à-dire que moi, de toute façon, ici, j'encaisserai mais pas une partie de mes bitcoins pour pouvoir mettre un stop au marché et racheter, évidemment, derrière, sous condition de pullback. Je sais pas, comme on a déjà cassé le bottom, c'est-à-dire que normalement, le plus bas de la phase de crack, on la casse justement dans cette phase d'expansion de la volatilité, mais normalement on casse d'abord la résistance et ensuite le support. Dans le schéma dans lequel on fait l'inverse, c'est-à-dire que comme toujours, c'est un schéma qui va se répéter, pas forcément dans le même ordre, mais le schéma c'était de dire compression puis expansion de la volatilité, et pour l'instant, pour ma part, c'est tout ce que je vois, c'est-à-dire tout le monde s'affole, volatilité, probablement des prix très attractifs à acheter. Maintenant, moi je m'en fous, je suis en buy and hold et j'ai tout sauf envie de faire de la spéculation sur le Bitcoin en plus de l'Ether. Donc je ne vois pas de raison de paniquer outre mesure en l'état actuel des choses, sauf si évidemment la baisse se poursuit aujourd'hui avec une nouvelle séance de baisse qui clôture en bas, ça c'est important, et je veux voir le volume diminuer, c'est-à-dire que je veux voir simplement aujourd'hui un volume plus bas qu'hier et une bougie plus baissière. D'accord. Si on a ça, je vais commencer à me dire, ok, c'est pas génial, génial, on est peut-être au début d'une impulsion baissière, et tout simplement, personne n'est là pour soutenir ce support. Moi, je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui achètent, mais je ne m'amuserai pas, moi, pour ma part, à le faire, vu que c'est déjà fait, et que je ne vois pas de raison de changer, ni même de renforcer dans ce scénario de type buy and hold. Par contre, si jamais ça devait continuer à chuter, pour moi c'est minimum 4400 et évidemment en dessous, et je pense que cette zone-là me donne en fait, c'est toujours pareil, c'est un nouvel outil que j'utilise, donc comme tout le monde, j'apprends à l'apprivoiser également, et j'ai repéré une chose, c'est que voilà, ça aussi, ça donne un intérêt graphique, ça met en exergue des zones même si on ne les a pas vues. Et je trouve ça assez intéressant, c'est-à-dire que là, en fait, le plus bas qu'on ait pu avoir sur le canal avant de casser évidemment cette structure-là, c'était par là, 4000, 3005. Je ne m'amuserai pas à trader que à cause de ça. Ça a évidemment une origine graphique, cette zone-là, et c'est surtout qu'on l'avait déjà identifié, cette zone, par le passé. Et très sincèrement, moi, cette zone me plaît beaucoup. Voilà. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Alors, je vais juste me remettre mes volumes profile quand même. Bon, alerte, maintenant, on n'a plus trop besoin. Voilà. Donc le principe, c'est vraiment ça. Je pense que cette zone-là, c'est celle qu'on peut aller chercher si on va dans l'autre mode. C'est-à-dire, il y a deux façons de terminer un crack, compression, expansion. Et après, l'expansion favorisera les mouvements haussiers.
Ou alors tout simplement compression, attaque baissière. C'est tout à fait possible, hein, c'est vraie attaque baissière, vrai flushing, c'est-à-dire qu'en gros, mais normalement on aurait dû trouver un volume très sensible au décrochage baissier, ce que je ne vois pas. Voilà. Moi le volume reste très faible, marginal, ça me laisse plus à penser qu'au contraire, il y a quelques petits vendeurs spéculatifs, mais ils se font probablement assez rapidement racheter par de la smart money. Donc à voir, à confirmer dans les prochains jours, mais si évidemment on forme un bottom ici, derrière ces cassures de résistance, je vois difficilement comment on s'arrêtera avant la zone des 8005. L'Ether, même chose. Est-ce qu'on va casser le bottom, pas le bottom? Si on casse le bottom, qu'est-ce qu'on vise? Et voilà, moi je pense que c'est ce qu'on avait dit hier. Si ça doit casser le bottom, ça sera probablement direction ça, 130, 135. Mais je pense qu'on ira guère plus bas. Donc dans le schéma, je ne comprends pas spécialement la formation. Par contre, voilà, moi ce que je vois, c'est côté Ether, gros volume, et ça me plaît beaucoup, puisque ça me semble semblable en fait à la dernière attaque baissière ici. Hop, on tue le volume, d'un coup, boum, un gros coup d'alerte, et ça rachète, et évidemment, on trouve encore plus de volume sur les attentes, sur les expectations acheteuses. Et voilà, pour moi, ce canal-là, je le vois très franchement. Au pire, on vient le taper une dernière fois en bas. Au pire, là, on est en train de faire le dernier pullback sur la médiane de ce canal. Hop, voilà. Je vous la mets. Voilà. En fait, je dis toujours, les prix attractifs pour acheter sont sous la médiane. Regardez, la dernière fois qu'on y vient, boum, ça paye direct. On fait quoi? On revient. Si ça paye ici, même chose. Pour moi, sur les terres, c'est décollage. Et on ne s'arrêtera pas, là, je pense, avant 325. Et ce sera vraiment un minimum. Et je pense que le schéma haussier ici pourra nous tirer jusqu'à 521. Donc, côté Ether, moi, je ne suis pas du tout en panique. Au contraire, je me dis, putain, si on trouve des acheteurs ici, c'est génial, ça va cartoucher derrière. Voilà. Par contre, si ça ne trouve pas qu'on devait aller faire un nouveau plus bas se diriger vers 130, je ne déclencherai pas des stops pour autant. Voilà. Pour moi, la zone spéculative, même si, tout comme les autres actifs, dollars et compagnie récemment, je n'aurais pas réussi à spéculer avec de très bons prix, puisque théoriquement, moi, j'ai un prix de revient moyen à 225, un truc comme ça, donc je suis à peu près par là. Pas des très bons prix spéculatifs, hein. Voilà, hein. Le problème c'est que si ça malheureusement ça va tirer ici, j'aurais fait un très très mauvais travail spéculatif parce que c'est ici que j'aurais dû acheter normalement et j'aurais trouvé un prix moyen là qui est pas quand même fantastique. Mais tout ce qui m'importe c'est que si on arrive à 525, oui je suis prêt à prendre cette portion de risque pour ça. Pour gagner ça, je suis totalement prêt à risquer ça, il n'y a aucun problème. C'est une question après de position, de taille de position. Il fallait que la taille de position autorise ça, et clairement, j'ai aucun problème là-dessus, je peux le faire sans problème sur la partie Ether spéculative. Si je ne pouvais pas le faire, je n'aurais qu'une seule option face à moi. Comme je pense que ce risque est quand même présent, et que là, je pense qu'il faut mettre un stop à 120, 115, là, par là, face à ce risque, il aurait fallu réduire la taille de la position, tout simplement. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de le faire, donc je ne fais rien, je regarde ça se passer sur les terres. J'ai repoussé mes stops puisque je vois le risque de court terme, mais c'est tout ce que je fais sincèrement. Et ce ne met pas de stop au marché, hein, qu'on soit bien d'accord, mais simplement la nuit, évidemment, quand je ne suis pas là, je mets un stop au marché et je les mettrai probablement par là, hein, vers la zone des 115 dollars en équivalent euro, hein, puisque je suis évidemment sur de l'ETH euro. Enfin, je peux les revendre en dollars, mais je vais récupérer des euros, pas des dollars, je m'en fous. Voilà. Pour les cryptos, donc je dirais patience et attendre de voir aujourd'hui. Ce qu'il faudrait éviter, c'est effectivement donc une nouvelle clôture franche baissière. Et dans ce cas-là, je pense que si ça doit continuer sur Bitcoin, essayer d'éviter donc une clôture franche baissière sous les supports de l'Ethereum. Ça laissera probablement à penser que dans les prochains jours, on continuera vers les 130. C'est pas impossible, hein, vraiment, il n'y a pas de contre-indication technique à ça, mais ça me semble quand même assez compliqué de faire autrement. Dans ce cas-là, le schéma aura été celui-là, c'est-à-dire vague 1, 2, 3 ici, et on aura fait la 4 à plat, il nous restera donc la 5e à faire là. Peut-être. C'est une éventualité, hein, c'est totalement possible. Moi, je la pense pas. Je pense que c'était 1, 2, 3, 4, 5, et c'était donc une ending diagonale. Tout simplement parce que si on se place dans cet objectif-là, hein, d'accord, l'objectif de ce canal, pour moi, ce canal, on va le briser là. Hein, c'est qu'une question de temps. Il n'est pas encore cassé, mais je pense que ça ne va pas tarder à arriver. Puis c'est surtout que normalement, dans une ending diagonale, on maintient des lignes de tendance. Et là, normalement, ça veut dire que si ça, c'était notre vague 4, on aurait dû la relancer à partir de là et non pas faire cette traversée du désert. Bon, bref, plusieurs éléments, toujours un peu discutables. Donc je reste incertain, hein, bien évidemment, sur la partie spéculative Ethereum, mais pour les parties buy and hold, que ce soit Ether ou Bitcoin, je ne me fais pas flipper une seule seconde ce qui se produit. Les autres marchés. Alors, qu'est-ce qui se passe ce matin dans l'espace
L'AUDNZD, voilà, donc ça, il faut en parler. Donc l'AUDNZD, les chiffres dans la nuit, je vais aller regarder quels sont-ils. Ah, ils sont bons, voilà, ok, super. Donc une évolution de l'emploi très importante. Alors là, ça varie beaucoup en plus. Là, normalement, ça c'est un gros catalyseur. Ok. Bon, la courbe reste toujours pas trop mal, mais je me serais attendu à mieux que ça. Mais donc voilà, bon, le marché attendait des nids. Bon, en même temps, c'est pas faramineux, hein, c'est-à-dire le marché attend des moyennes à 15. Là, je pense qu'on moyenne un peu au-dessus, plus autour de 20 sur les derniers mois. Donc effectivement, c'est plutôt une bonne surprise, mais on voit qu'attention, ça sort pas c'est des surprises qui étaient déjà arrivées sur les mois précédents également et dans d'autres mesures. Donc c'est pas non plus faramineux, mais c'est pas mal. Donc baisse du taux de chômage à 5% sur le côté AUD et donc le discours du gouverneur qui apparemment, semble-t-il, ne plaît pas trop au marché. On va voir en intraday à quel moment ça paye, quel moment ça reflue. Ok, non, donc le discours a plu. Donc ok, ça c'est les chiffres, le discours, et là le marché corrige. Je pense que là, sur ces zones de prix, voilà, on a un joli signal intéressant. Les cycles ne sont pas corroborés, mais le problème c'est que là, la cyclicité, elle est un peu foutue en l'air par ce truc-là. Donc moi je dirais qu'effectivement, c'est pas inintéressant. Hein, donc là, sur cet ancien support, en fait, cette zone-là qui avait été cassée pour des raisons, pour ma part, pas très justifiées. Mais il me semble que là, il y a un joli signal d'achat en 15 minutes. Mais attention, moi, je ne vais pas trader de l'AUDNZD en 15 minutes. Moi, je vais plutôt le trader, je pense, en 2 heures. C'est-à-dire que je vais attendre gentiment. Bon, voilà, le minimum, c'était de revenir sous les 50%. Hein, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, je dirais que là, l'achat en 15 minutes, possible, même s'il me semble un peu agressif. Moi, je dirais laisser digérer ce marché-là sur le support. Ce qui m'intéressera par contre, comme je suis déjà acheteur, je n'ai pas besoin d'être très agressif sur mes entrées en position. Et comme je mets du levier ici, j'ai plutôt envie d'attendre que le marché arrive à casser bien cette tendance-là, c'est-à-dire arrive à me briser ce petit canal pour arriver enfin à passer à travers ça. Et j'aimerais en fait qu'on confirme ça, c'est-à-dire je voudrais voir des prix qui arrivent à passer à travers ça, renverser ce canal et acheter le prochain pullback sous les 50%. Je pense que c'est ça qu'on va avoir à peu près comme structure de prix, c'est cet achat-là en fait qui m'intéresse pour jouer derrière un retour sur les structures de prix beaucoup plus haussières et les zones de volume supérieures. Mais je pense, attention, que cette fois on ne va pas faire semblant sur la UDNZD. Je m'attends à des départs comme là à l'époque, c'est-à-dire tellement vendu que derrière ça va acheter, mais en ligne droite pour venir chercher le canot qui se trouve très loin. C'est-à-dire que derrière, vraiment, voilà, pour moi c'est ça. Et il y aura pas je ne ferai pas de gestion du risque intermédiaire. Sachant que je pense que cette fois, en hebdo mensuel, on a fait les dernières vagues. Là, je ne vois plus de raison qu'en hebdo ici, on n'ait pas fait le dernier bottom qui nous amène cette fois, boum, voilà. Un peu similaire à ce marché-là, c'est-à-dire ce marché-là qui avait réussi à casser les résistances, sauf que cette fois, je ne vois pas comment on n'arrivera pas à casser les grosses résistances plurimensuelles, et dans ce cas-là, à installer au moins, vu la sortie de ce mouvement, pareil, ce canal de baisse ici sera une gestion du risque pour moi. Remonter des stops, encaisser des petits 20, 10, 15, 20%, pas plus. Je pense sérieusement que la sortie du diamant va être violente, aussi violente qu'elle s'est faite à l'entrée. Donc je pense qu'ici, tout comme on le faisait là, il faudra s'attendre probablement qu'à des petites oscillations à plat avant une poursuite haussière. Voilà. Mais moi, clairement, ce marché-là, je le pense très bien parti pour rejoindre et rallier, en tout cas, des zones de prix très lointaines de celles qu'on est en train de coter. Et face à ça, évidemment, je pense qu'il y a un intérêt spéculatif notable. Notre pote le dollar tient toujours à essayer de franchir sa résistance, ça essaye, mais cette nuit c'est cool, on a réussi à passer sous les supports. Donc on va voir, est-ce que ça c'est une relance acheteuse ou est-ce que c'est le coup qui valide, c'est-à-dire là on remonte un petit coup, essayer de se donner encore envie d'y passer et puis boum, on passe pas. En fait, qu'est-ce qui permet au dollar de remonter ce matin? C'est GBP. Et voilà, donc GBP, est-ce qu'il faut y lire un quelconque truc là-dedans? Pour moi, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Voilà, alors on va passer en daily. Voilà, on est en daily. Regardez le volume. La dernière fois qu'on a eu ce volume, c'était sur la résistance. Et il s'est passé quoi derrière? On a bloqué et on est enfoncé du support. Et je pense tout simplement que c'est un peu la même chose qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on fait mumuse. On risque peut-être, comme l'eurodoll, d'essayer essayer de briser là-dessous pour casser les couilles à tout le monde. Mais je pense qu'à terme, quoi qu'il arrive, c'est plutôt la direction haussière qui nous suit sur le GBP. En tout cas, face à son pote, le dollar. Donc pour l'instant, patience, parce que le problème, c'est comme on est dans des canaux baissiers sur le time frame supérieur, tant qu'on casse pas celui-là, c'est-à-dire que là, les deux canaux pour moi sont baissiers. Donc effectivement, c'est compliqué. Ça veut dire acheter des canaux qui baissent.
C'est chiant parce que plus le temps avance, plus ça laisse de possibilités d'aller un peu plus bas. Donc c'est assez emmerdant pour un spéculateur d'avoir affaire à ça. Maintenant, est-ce que pour autant, je pense qu'on va casser ce range et le reporter à la baisse? Parce que si ce range devait être cassé pour être reporté au sud, ça fait quand même des targets bien bien plus lointaines. Ça nous ramène sur les plus bas. Et je pense sincèrement que c'est hors contexte. Donc voilà, moi j'attends le moment où on va trouver enfin le différentiel positif. Je note qu'ici on a créé une divergence sur le momentum, ce qui n'est pas inintéressant. C'est-à-dire que pour l'instant le marché semblerait continuer de vouloir vendre la divergence cachée, c'est-à-dire poursuivre une nouvelle fois la tendance baissière, mais probablement une dernière fois. Ça montre qu'ici, quoi qu'il arrive, des acheteurs se sont positionnés. Et ça me plaît. Donc on fait un creux plus bas que le précédent, un sommet plus bas que le précédent. Ça annonce juste de la nervosité et du volume sur un support. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer de casser le support, mais je pense qu'on va quand même le tenir à terme, c'est-à-dire potentiellement faire mumuse un peu sous les supports. Donc il va falloir gérer votre risque si vous êtes un peu trop fortement exposé sur GBP. Ça n'annonce rien de bon. Ça annonce un marché très volatile et de toute façon, je pense que vous l'avez déjà senti passer puisqu'on ne fait que balayer dans tous les sens depuis 4 jours. Donc je pense que là, malheureusement, tout indique que cette nervosité va se poursuivre. Le volume augmente. Il peut très bien continuer d'augmenter à nouveau encore aujourd'hui ou demain. Dieu sait qui a la réponse, en tout cas moi je ne l'ai pas. Mais je pense que quoi qu'il arrive, une fois cette volatilité estompée, c'est plutôt, quoi qu'il arrive, un directionnel haussier qui semble être favorisé pour ma part. Donc je reste à l'achat spéculativement. Et GBP, toujours impossible de renforcer dans ces contextes de tension Brexit, tout simplement, il faut utiliser les mots. Et donc notre pote l'euro-yen qui se redirige d'ores et déjà vers des scénarios baissiers. Hop, donc là on n'est pas trop mal, je pense qu'on a bien trouvé le point B et qu'on est donc en train de préparer la dernière vague bien violente, mais je pense que celle-là elle sera due au yen et non pas à l'euro, donc celle-là évidemment moi je la renforcerai sur l'USD yen et pas sur l'euro yen, à condition évidemment que notre pote dollar veuille bien nous foutre la paix, il faut que le dollar réintègre sa résistance, et là vous allez voir derrière, le pognon il faudra bien qu'il aille quelque part, pour moi c'est tout désigné, ce sera dans le yen, quand on voit la réactivation haussière du yen qui était prévue sur le support qui avait été clairement identifié avec un joli signal, donc là c'est des prix qui réagissent face à une zone technique qui a donné un signal parfait, pour moi ça se paye sans hésitation. Voilà. Pour la partie swing, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors non, voilà, donc ça on va en parler aussi. Donc là, il y a un gros problème. Là, théoriquement, le marché price le fait que la BCE n'arrêtera pas son QE. Donc là, en gros, ça veut dire non, QE forever. Il n'y a pas de souci. L'économie allemande est totalement sûre sur des emprunts à 10 ans quand même. On en discutait hier soir avec un gérant de patrimoine. Je pense aujourd'hui à franchement avoir une gestion obligataire et s'enfourner dans des trucs sur 10 ans qui rapportent 0,35 quand on sait que l'inflation moyenne elle va être à plutôt 3% sur le prochain cycle économique. Ça veut dire que vous perdez 3% par an. Pourquoi faire Voilà, l'objectif, c'est quand même pas non plus ça. Donc voilà, je vois pas l'intérêt d'acheter tout simplement des obligations à 10 ans. Donc si on les price à ce prix-là, c'est parce que probablement le marché doit s'imaginer que la BCE va continuer de rester là-dedans. Donc on va voir, mais moi je trouve ça très inquiétant, 0,35 sur un Bund, what the fucking fuck. Alors certes, ça suit les taux obligataires américains, et je vous rappelle quand même au bout d'un moment que si on fait le spread entre les deux, c'est quand même assez inquiétant. Oui, tu veux pas ? Voilà, si on regarde le spread entre les deux, donc ça c'est totalement anormal, ça c'est justement annonciateur d'un gros merdier à venir sur l'obligataire en zone euro, mais ça ne semble pas inquiéter et ça ne semble pas intéresser les spéculateurs en tout cas. Donc pour l'instant on garde cette mécanique. Moi je pense sincèrement que la dynamique là va s'estomper, donc c'est-à-dire que je ne comprends pas le fait que malgré la chute de pas grand chose, parce qu'ils ont lâché combien là
d'un point de vue daily, donc on va dire là par rapport au sommet, on vient de lâcher 15 points de base. Voilà, donc 15 points de base. Par contre, ce qui est anormal, c'est que le taux allemand fasse la même chose. Le taux allemand ici, il n'avait pas à lâcher 11 points de base. C'est pas normal. On ne doit pas suivre les taux américains à ce moment-là du cycle économique. Tout simplement, pourquoi? Parce que la zone euro, elle n'a pas des taux à 2,5. On est en retard sur la sortie de politique monétaire. Il serait peut-être temps au bout d'un moment que le marché commence à pricer ça, et pas à pricer que Mario Draghi va continuer à faire tourner la planche à billets parce qu'on risque de se péter une crise. Ce serait la pire des choses. Voilà. Donc pour l'instant, on fait attention, très attention à ça. Hein, le problème, c'est qu'évidemment, si on a la planche à billets qui retourne et Mario Draghi qui n'arrête pas le QE à la fin de l'année, là par contre, c'est effondrement de tous les scénarios dollars et compagnie. Alors là, je peux vous dire que pour le coup, je vais stocker tout mon pognon ailleurs que dans l'euro, parce que si Mario Draghi doit faire tourner la planche en mode unlimited, moi, sincèrement, je vous le dis, je ne veux pas être exposé en euros avant la crise. Parce que clairement, on va se prendre une inflation de bâtard et malheureusement, il sera hors de question que je subisse ça. Voilà, ça donc c'était pour les parties crypto et à surveiller, mais je reste donc toujours ensuite sur les scénarios swing. On a une journée intéressante, hein. On avait prévu que cette journée serait évidemment capitale, donc à voir, mais en l'état actuel des choses, je ne comprends pas les mouvements de recherche obligataire actuels, surtout pas ceux en zone euro. Ceux en zone US, je les comprends très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, que ce soit répliqué en zone euro, c'est pas normal à ce stade-là. Tout simplement parce que si vous avez envie d'acheter une obligation à 10 ans, c'est-à-dire si vous voulez payer un truc et dire ok, bon là j'ai vraiment très peu de visibilité, je vais même pas prendre de l'obligation à 2 ans, je vais prendre de l'obligation à 10 ans. Qu'est-ce que vous allez acheter un Bund qui rémunère 0,38 avec une économie à bout de souffle, alors qu'en face de ça, vous avez les États-Unis qui vous rémunèrent 2,50, alors pas 2,50, mais ils vous rémunèrent 3,10 quoi. C'est un truc de ouf. Alors la Fed va passer 2,75, le marché lui est déjà en train de vous rémunérer 3,10. C'est complètement dingue. Qu'est-ce que vous foutez sur des obligations? Enfin, je comprends pas la logique d'investissement, ou en tout cas je ne comprends pas la logique de pricing d'un Bund sur des prix aussi faibles parce que c'est court-termiste. Voilà. Donc c'est un pricing de court terme, c'est pas normal qu'on soit là. Donc la sortie qui va se faire derrière sera extrêmement directionnelle et volatile, ça c'est sûr. Maintenant, le problème, c'est qu'on a affaire à des marchés à terme. C'est-à-dire que si dès mi-décembre, c'est toujours pas remonté, malheureusement, il faudra que j'encaisse ma perte et que je recommence sur le trimestre suivant. Mais de toute façon, le Bund, c'est un scénario horizon 1 à 2 semestres, tout simplement parce que si on va vers une crise économique, vous allez voir la tronche des Bunds. Mais pour l'instant, voilà. Graphiquement parlant, là, il n'y a pas de tension en zone euro, aucun sous-sail. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Les taux restent bas puisque Mario Draghi est accommodant. Et on imagine que dans un mois, la fête est finie. Mais bon, non, apparemment, le marché ne le voit pas de cet œil. Apple, c'est la dernière dont on doit parler. Donc prise de profit à réaliser sur Apple aujourd'hui puisqu'on arrive sur la zone support. Donc sous condition de signal, mais très sincèrement, je pense qu'il y en a même déjà un. On va aller voir ça. Allô, est-ce que je peux avoir un canal? Bon, ils sont un peu à la ramasse la TradingView depuis un moment. Ok, donc pas en 2 heures. Est-ce qu'on a un soutien quelconque en daily? Non plus. Ok, donc je dirais attendre une première stabilisation. On va voir à combien ça va réouvrir aujourd'hui. Bon, après, si ça enfonce le support, moi je ne veux pas prendre de profit. Mais il me semble quand même que dans cette zone-là, il devrait quand même y avoir des sécurisations vendeuses. Je vais probablement prendre 25% sur la position, 25-30%. Et ça suffira amplement, je ne ferai pas plus que ça, et c'est juste pour revendre un peu plus haut si ça rebondit, et puis si ça ne rebondit pas, je remettrai évidemment dans le même sens. Voilà, donc c'est à voir, hein. Si cette vague-là est une vague qui déclenche sur ce support, pourquoi pas, dans ce cas-là je rechercherai une vague 4 à revendre par là, hein, vers les 195. Si ça enfonce ici et que ça accélère, on est dans la vague étendue, hein, donc je ne vois pas de raison non plus de s'arrêter là. Donc si j'ai pas de signaux, hein, je laisse enfoncer. On va probablement même accélérer sous ce support dans ces conditions-là. Allez, on fait un peu d'intraday. Je vous propose aujourd'hui de faire... on va faire du DAX, même si c'est plutôt fin de session européenne. Alors non, on va préparer la session américaine, ça me paraît mieux. Donc on va faire un peu de Nasdaq.
ça me paraît être le plus intéressant dans cette zone de prix. Donc notre pote le Nasdaq, ah oui, donc je rappelle, donc on avait dit les zones intéressantes à chercher, c'était donc là, à chaque fois qu'on passait sur les zones de support. Donc on voit que la tentative d'hier n'a pas fonctionné, on a bien brisé le canal, mais derrière, impossibilité de trouver le support sur cette zone-là, ça travaille, ça tergiverse. Je pense qu'on va finir par y aller. Là, on a donc un momentum survendu, un prix OK, après un passage sur une zone. Donc je dirais que là, ici, effectivement, il y avait des zones de recherche acheteuse, mais elles sont restées très faibles. Donc à voir, soit ce marché continue de se dégrader, hein. Je pense que de toute façon c'est Apple qui définit le truc, hein. Rebond d'Apple égale rebond du Nasdaq, ça va travailler un peu du coup cette zone là, ranger cette zone là pendant, pardon, alors là on est en 15 minutes, donc toujours le scénario, hein. Pour moi soit ça range un peu cette zone là côté Nasdaq, on essaie de tenir en fait l'oblique de long terme, hein. On va la tracer parce que je pense que c'est ça que le marché va essayer de chercher, peut-être essayer d'aller un peu plus bas dans ce cas là, hop, donc on prend toujours les lignes de tendance les plus haussières possibles. Ok, donc je dirais voilà, peut-être essayer d'aller chercher ça aujourd'hui en tout cas. Donc si ça continue de baisser sous le support d'Apple, peut-être pas viser plus que ça sur un Nasdaq. Donc faites quand même attention à ne pas être trop agressif dans ce marché-là. Moi je pense que là effectivement, de toute façon j'ai payé un peu de Nasdaq moi hier, un peu, hein, dans un range, donc faible levier avec un gros stop, et j'ai placé mon stop là justement sous cette oblique là, parce que je pense que le marché peut essayer d'aller faire mumuse avec ce truc là. Et si tel est le cas, bah, évidemment, je ne veux pas m'amuser à être en face d'un truc pareil. Alors, je vais juste, hop. Il faut être précis sur les trendlines, hein. Hop. Voilà. Ok. Et on va mettre une trendline. Voilà, donc moi je dirais peut-être, si Apple ne trouve pas ses soutiens à l'ouverture, hop, un petit push ici, et normalement le rebond. Je ne sais pas, hein, je pense juste qu'on va installer une forme de range ici, je ne sais pas quelle forme elle aura. Soit on s'arrête là et je pense qu'on fait un triangle, c'est celle que je privilégie moi pour l'instant. Si Apple enfonce son support, bah, pas de souci, dans ce cas-là on fera probablement une structure classique, à savoir donc ici, on rebaisse. Voilà, ça peut très bien y rester un triangle, mais un triangle plus élargi. Je pense que de toute façon, c'est ça qui nous attend, une compression, et puis derrière, bah, hop, probablement une reprise baissière sur les indices américains en début 2019. Allez, en intraday, donc on revient, on fait que de l'intra, on regarde, donc hors de toutes ces considérations-là, hein, donc d'oblique et compagnie, mais l'oblique là, elle nous sert simplement à gérer le risque, c'est-à-dire qu'il faut autoriser aujourd'hui en intraday que les prix puissent baisser jusque-là. Si vous ne l'autorisez pas, malheureusement, je pense que ça peut être un peu piégeux. En 15 minutes, du coup, c'est pas compliqué, hein, on est sur les zones support, donc on recherche uniquement des achats en intraday et des signaux acheteurs avec donc respect de la stratégie, impossibilité d'acheter quand on est au-dessus de ce truc-là. Donc là, il y a une petite opportunité d'achat, mais qui ne propose pas pour l'instant de pattern ni de momentum. Et côté sine wave, on va voir ce qu'il y a. Ok, côté sine wave, c'est bon. Donc sine wave est plutôt positif, mais je dirais que ça manque d'une petite confirmation de momentum, tout en notant quand même que quoi qu'il arrive, là on a une divergence cachée évidente, hein, puisque bah, là, très franchement, voilà le truc. Vous avez donc ça face à des prix ascendants, c'est-à-dire que si ici on valide bien ce rebond, pour moi, je pense que le momentum, même s'il n'y a pas de pattern détecté, me semble pas incompatible avec des achats. On est en zone de survente, hein, tout simplement. Si ça réactive ici avec un creux supérieur au précédent, je pense que cette fois, on aura un schéma ascendant qui se mettra en place. Tout clairement, hein, pour moi, ça dépend d'Apple. Hein. Est-ce que ça prend du profit sur Apple? Si tel est le cas, je pense qu'on aura des retracements qui pourront assez facilement se mettre en place. L'objectif sera, comme toujours, dans un premier temps, donc d'inverser le canal et puis d'essayer cette fois de continuer. C'est-à-dire que les mouvements-là qui se sont à chaque fois cassés les dents, cette fois, je pense, pourrait construire un schéma ascendant. C'est-à-dire attaquer ce canal avec d'ores et déjà une structure de creux ascendant, ce qui n'était pas, ou un peu plus difficilement le cas. Celle-là était bien. Là, on attaquait, hop, on avait creux et sommet ascendant, mais ça n'a pas marché. Là, on y a essayé en ligne droite, c'est pas passé non plus. Je pense que cette fois, ça peut passer. Si ça passe pas, voilà, hein, il faudra évidemment laisser tomber ce truc-là. Moi, je pense que ça peut passer. Le schéma, c'est donc de remonter là-haut, chercher la résistance
maximum du contexte. Donc évidemment, si ça arrive là-haut, hors de question de rester dans ce marché. Attention, on ne fera pas ça aujourd'hui, hein, ça m'étonnerait qu'en 2 heures, on arrive à remonter aussi haut. Mais je dirais à horizon les prochains jours. Donc là, ce serait un trade intraday à sécuriser et peut-être garder un petit solde en UT 2 heures à l'horizon de un jour ou 2 grand maximum pour essayer de jouer un rebond à Wall Street. D'accord. Donc dans un premier temps, moi je dirais des petits achats, gestion du risque au niveau du canal, on paye pour son stop, et puis derrière on ne se casse pas trop la tête. C'est-à-dire que là, si vous êtes chaud, je dirais qu'il faudrait quand même attendre la clôture de cette bougie-là. Hein, pourquoi j'ai plus les décomptes de fin de bougie là? C'est chiant, il le faisait ça avant. Maintenant je ne l'ai plus. Putain, casse les couilles. Bon, voilà. Donc normalement, moi je dirais quand même par sécurité attendre qu'elle se clôture celle-là et racheter un pullback sur le support ou à la clôture de la bougie comme vous voulez. Mais je dirais voilà, un achat parmi cette zone-là me semble pas inintéressant. Achat, voilà, avec du coup donc une entrée spéculative, avec un levier spéculatif. Et je mettrai donc dans ce cas-là, pour ma part, je dirais un petit stop spéculatif par là, si ça va chasser sous le canal. Le problème, le canal étant baissier, soyez pas trop agressif, mais je dirais, voilà, il faut autoriser que ça puisse faire ça. Je mettrai un minimum un stop là en intraday, en application de la stratégie. Hein. C'est le minimum, obligé. À gérer, hein, c'est-à-dire que je ne mettrai pas un stop au marché, mais voilà, comptez une invalidation par là. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mettez un levier spéculatif pour que vous ne soyez pas en perte faramineuse si les prix arrivent par là. Adaptez le levier pour autoriser le fait que les prix puissent arriver par là sans que vous soyez en panique si c'est en train de coter cette zone de prix. Et là, à juger, si c'est des breakouts baissiers qui sont sur sine wave et des trucs comme ça, bon, voilà, pour ma part, je pense qu'il faudra commencer à se poser des questions. S'il n'y a pas de breakout, tout simplement, il faudra vous dire, Sidewave va faire son job, c'est-à-dire qu'il va vous mettre les targets du cycle bullish, c'est-à-dire si ça ne réactive pas sur ce support-là, on va reporter le cycle bullish au sud. Et donc dans ce cas-là, Sidewave après, il vous mettra ça ici, là, et il faudra dans ce cas-là que votre stop soit sous cette zone-là, puisque il faudra autoriser la cassure du cycle jusque-là. Donc moi je dirais acheter ici, c'est faisable, mais il faut rester très souple, parce que le marché risque de casser ça, et de venir chercher le report. Et dans ce cas-là, ici, il y a un achat intéressant. Donc, à voir comment vous voulez le jouer. Moi, dans le contexte actuel du marché, j'ai plutôt tendance à dire, moi, je serai patient. C'est-à-dire qu'ici, je mettrai vraiment un petit levier pour pouvoir bouger le stop ici en fonction de la nécessité éventuelle, parce que ça peut bouger, c'est très nerveux, le marché est faiblement liquide, donc il n'y a aucun problème à ce que les robots vous démontent en ce moment en intraday. Donc si vous achetez et que tout le monde achète, le robot va vous vendre, et puis il achètera vos pertes. Donc évidemment, il faut arriver à placer votre invalidation suffisamment loin pour ne pas faire partie de ceux qui vont se faire manger. Donc, pour moi, il y a un signal. Le problème, c'est que c'est un signal spéculatif et qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui trade. Donc, les spéculateurs, c'est la nourriture du market maker. Et forcément, il va vous baiser la gueule très probablement. Donc, moi, je serais prudent sur ce trade-là, mais pas non plus stupide. Et dans ce cas-là, confirmation du trade ici, c'est-à-dire validation ici, par contre. Si ça casse le plus haut précédent, je pense qu'on rentre en validation. On va évidemment casser le canal baissier. Et à ce stade-là, évidemment, je pense qu'on peut placer un stop au marché sous le plus bas. C'est-à-dire qu'au moment où on arrive en validation, là, mettre son stop sous le bottom ici, me semble totalement possible et envisageable. Toute autre gestion, quelle qu'elle soit, de votre risque me semble un peu compliquée. Donc là, faire gaffe, ça peut se soutenir ici, ça peut très bien aller casser là, et ça ne doit pas pour autant vous déclencher une perte. Si vous voulez jouer moindre risque, vous faites que dalle, vous attendez, soit que le marché vienne en validation, c'est-à-dire que le marché vienne toucher là, consolide et vienne répéter le même niveau, et dans ce cas-là, hop, vous prenez un trade en breakout, d'accord ? Le trade ici en breakout est possible à prendre, à moindre risque, mais dans ce cas-là, évidemment, beaucoup moins de gains non plus, également à la clé. Hein. C'est le bon vieil adage. Si vous prenez moins de risques, attendez-vous évidemment à ce que les gains soient... Putain. Ah, TradingView. Voilà. Ok. Donc, attendre ce truc-là. Si vous vous sentez pas trop en confiance, prenez que le trade en breakout, avec un stop là et un ratio 1:1, c'est-à-dire que du coup vous visez ça, hein, voilà, vous rentrez là, le stop là, avec un TP par là, ça me paraît pas inintéressant, pas débile, ou vous pouvez essayer d'aller tirer un peu plus haut, mais pas plus que ça, et je dirais effectivement, essayez de prendre un petit TP1 par là, sur signal uniquement, hein, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de signaux, moi honnêtement je ferai que dalle ici, je laisserai filer, merde, putain, mais c'est incroyable, Ah mais d'accord, ok.
Bon. Donc voilà, une petite target 1 sous condition de signaux, et je dirais sinon, bon, une target 1 mettre dans cette zone là, c'est-à-dire si vous ne prenez pas sur ce prix là, il faut prendre absolument ici, et je dirais une target max là-haut, et là il faut se faire la malle, évidemment. Ok, voilà, donc pour le scénario, viser les différents niveaux de retracement. Je mettrai la validation ben voilà, sur celui-là, hein, c'est-à-dire le breakout des 23% de retracement, là, attendre que le marché aille les chercher. Je pense que c'est l'objectif de la journée. Hein. Je pense ce matin, là, on va essayer d'aller venir par là. Chercher donc ce premier niveau pour valider le trade spéculatif. Hein. Et généralement, ben voilà, comme je vous dis, un ratio 1 pour 1, c'est ce que le marché va coter. C'est-à-dire que si jamais on échoue ici et que le marché revient chercher le prix d'entrée, il va probablement essayer de casser en dessous. Hein, voilà. Donc je dirais effectivement pas d'invalidation tant que le marché ne revient pas chercher cette zone-là avec des signaux plutôt bears. Ok, voilà. Pour moi, ce sera ce schéma-là à jouer cet après-midi sur le Nasdaq. Donc essayez de jouer plutôt des zones de support, évidemment sous condition de tenue des supports d'Apple. Si vous voyez que ça dérouille dès l'ouverture, qu'Apple se fait péter les supports et que le Nasdaq chute, évidemment, on n'essaie pas d'acheter, quoi. Voilà. Je vais prendre vos questions. Alors, on ne va pas aller plus loin que ça. Alors, peut-on partager des idées sur TradingView avec tes indicateurs? Non, tu ne peux pas. Ils ne pourront pas, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Quand les indicateurs sont privés, c'est ceux qui ont le petit cadenas là, tu peux les partager sur TradingView, les gens ne vont pas les voir en fait. Enfin, ils verront sur le graphique avec l'idée que tu partages, mais c'est tout ce que tu... Voilà, ils ne pourront pas, effectivement, avec le Make It Mine, récupérer les indicateurs. Sinon, t'imagines un peu, ce serait quand même un peu facile, quoi. Faut-il attendre un signal en plus des alertes? Alors, le triangle, le signal de triangle, déjà, il n'existe que sur le momentum, que sur Sine Wave bêta. Le triangle, je vous ai toujours expliqué à quoi correspond cet algorithme. C'est un algorithme qui vérifie que les prix se comportent comme escompté. Et si c'est le cas, il va te mettre un petit triangle. Donc en fait, le triangle, c'est un signal de confirmation. Je vous invite souvent à utiliser ce triangle parce qu'il réduit le risque. Vous voyez, d'ailleurs, le cycle haussier, c'est pas imprimé, hein, donc pas de cycle haussier, pas de possibilité de trader. Hein. Là, ça veut dire qu'il n'y a que momentum et la divergence est potentielle. Donc pour l'instant, je vous dis, voilà, attendez la formation du cycle acheteur, c'est obligatoire. Hein. Pour l'instant, elle ne se met pas en place. Donc là, pour l'instant, pas d'application de la stratégie. Pardon, je continue. Donc, voilà, les triangles. Le triangle, je vais essayer de... Voilà, là, par exemple, tu en as un. Le triangle, il veut dire une chose. Il veut dire que ça détecte un cycle bear et Sine Wave détecte tout de suite que les prix réagissent comme il l'y attend. Donc c'est positif, ça veut dire que Sine Wave s'est probablement pas planté dans son analyse des prix. Je vous rappelle que Sine Wave est un indicateur prédictif, c'est-à-dire qu'il essaie de prédire ce qui va se passer, ce qui est un jeu très compliqué, puisque je vous rappelle que le marché, c'est la théorie du chaos, on ne sait jamais rien, donc en fait, on essaye de savoir, et c'est des algorithmes qui vont essayer de voir si ce qu'ils ont essayé d'imaginer semble plutôt se produire. Donc ça fait beaucoup d'incertitudes, mais moi, j'utilise comme un signal de validation. C'est-à-dire que quand j'ai le petit triangle, je vois ça comme quelque chose qui me conforte encore plus dans la validité du signal. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas simplement une détection d'un changement de rythme dans le marché, changement de cycle. Il voit aussi que les prix y réagissent. Et ça, c'est positif. Mais ce n'est pas obligatoire, en fait, d'attendre un triangle. Voilà, c'est pas une condition obligatoire. C'est une gestion du risque mieux faite. Si tu as un triangle, ça veut dire que c'est encore mieux. Voilà, tu réduis encore mieux ton risque. Maintenant, tu peux faire 100, je peux le comprendre. Je te dis, il n'est pas nécessaire d'attendre systématiquement le niveau maximal de gestion du risque, qui est en fait donc d'être dans une zone de prix OK, avec un momentum OK, avec un sine wave du time frame au-dessus OK, et un cycle OK et un petit triangle. Quant à ça, c'est le plus haut niveau de gestion du risque que tu pourras avoir. C'est parfait en fait quant à ça. Ça va arriver assez rarement. Donc je pense qu'il faut quand même trouver des fois un juste milieu. Et je pense que tu peux enlever une des informations techniques sur les 4 ou 5 que tu peux avoir. Tu peux en enlever une seule. En enlever 2, ça fait rentrer beaucoup de risques. En tout cas, tu gères beaucoup moins bien le risque. Donc je dirais vraiment, voilà, sur les 4-5 informations techniques que tu peux récolter, 4 c'est suffisant pour trader, 5 c'est vraiment génial. Voilà. Alors,
Je fais du trading sur Forex seulement et je voulais savoir s'il y a vraiment corrélation entre indice et Forex parce que parfois j'ai l'impression que non. Alors, tu es trader Forex, mais tu es trader Forex depuis 2 ans, d'accord. Euh, Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, quand même, si, tu aurais dû voir les corrélations par rapport aux indices. Alors, c'est pas toujours évident, mais après, il y a le problème que tu es arrivé après l'élection de Donald Trump, et pour moi, c'est à partir de là qu'effectivement, c'est devenu un peu le bordel sur les marchés, que toutes les corrélations se sont un peu foutues en l'air depuis l'élection de Donald Trump. Il avait promis de changer les choses. Je peux te dire qu'il a changé la structure du marché, ça, il n'y a aucun problème. Mais pour l'instant, c'est pour le meilleur. J'ai peur que malheureusement, le pire arrive derrière. Hein, mais parce que j'ai toujours vu ces réciprocités, si tu veux, que ce soit dans la vie ou dans le marché. Tout ce qui a bénéficié au bout d'un moment va être sanctionné et va payer. Donc j'ai toujours raison de penser que statistiquement parlant, aujourd'hui, on a plus de chances de payer les conneries de Trump que de les voir, bénéficier au marché encore pendant une nouvelle extension de 2 ans. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce que tu appelles la vidéo ASMR? Là, je ne sais pas. Ah, avec le zoom. Ouais, bon, je suis désolé, hein, c'est une petite connerie à la con. Hein. Il suffisait que j'appuie sur un mauvais bouton sans m'en être rendu compte sur l'enregistreur et en fait c'est passé sur ce mode-là qui zoome 400% de l'écran. Enfin bon, c'est voilà. Euh, Oui, oui, vous inquiétez pas, hein, je prends soin de moi. Hein. Ce matin, j'ai commencé l'émission à 11 h parce que je me suis pété une grasse mat. Il n'y a pas de souci, les gars. Vous en faites pas, je suis un grand garçon. Je sais quand j'atteins mes limites et je suis pas débile, je cherche pas à voir après. Alors, que tu as acheté 25%. Non, 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 je ne l'ai pas fait. J'aurais dû le faire hier soir, mais j'étais en train de boire des coups avec des gens à Aix. À Aix, pardon, putain, à Toulouse. Et du coup, j'ai pas vraiment pensé. Je devais le faire, hein, mais j'ai complètement oublié en fait. Donc je vais le faire là à l'ouverture à Wall Street. S'il y a des signaux, je vais évidemment donc appliquer la stratégie. J'ai dit au contact de cette trendline, je pense qu'il faut gérer son risque. Je vais donc gérer mon risque, quoi. Et je m'attends, ben voilà, soit exactement. Je pense qu'il y aura un pullback épidermique pour marquer le niveau. La question, c'est est-ce que ça va générer un pullback plus profond derrière, ou est-ce que ça va simplement être un petit rebond à la con, marquer un niveau avant d'accélérer à travers le niveau d'ici les prochains jours. Donc je ne sais pas, mais je sais que ici, je vais probablement sortir un peu de pognon et que je vais revendre sous résistance ou en breakout si on rattaque avant même d'avoir atteint les résistances. Alors le gaz, il se passe quoi? C'est l'hiver, c'est toujours pareil. C'est comme l'année dernière, hein, en fait. C'est d'un coup, il y a une impulsion dans l'hiver et puis après, il ne se passe plus rien. Donc si vous l'aviez acheté, bravo. Si vous ne l'avez pas acheté, voilà. Moi, j'ai essayé l'année dernière le gaz. Ça n'a pas été un très bon scénario. C'est très chiant à trader, en fait, le gaz. Et le problème des échéances, ça fait que voilà, c'est pas. Moi, j'ai pas trouvé ça très. Voilà. Je pense qu'il y a un trade à faire par an sur le gaz dans la période dans laquelle on est. J'avoue que cette année, je ne me suis pas reposé la question, mais du coup, comme là, ça vient d'exploser, tout simplement, c'est fait. Donc, ne courez surtout pas après les prix. Et puis voilà. Alors, support cassé. Pour les cryptos? Non. Non, non, on est juste venu chasser les stops sous les supports pour l'instant. Ça, oui, on va voir s'ils cassent. Alors, t'as attrapé le mal de mer. Ah oui, c'est vrai. Mais après, voyez le verre à moitié plein. Euh, Au moins, ça vous montre une chose. Je veux dire, je suis pas comme les autres. Moi, mon métier, c'est pas youtubeur. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a pour qui c'est un métier youtubeur aujourd'hui, vendre des formations, faire des belles vidéos bien montées sur YouTube et compagnie. Bon voilà, moi au moins ça te montre un truc. Je ne regarde même pas les vidéos avant de les poster. C'est-à-dire que moi, je te dis, je me réveille le matin. Je déjeune, je bois mon café, et je bois mon café devant l'ordi. Hein, je me fais mon café, je viens là, je découvre les marchés. En même temps que vous, j'enregistre, que ce soit bien, pas bien, voilà, pouf, je publie, et puis zou. Et je te dis, je ne regarde même pas, tu vois, Alors imaginez faire un montage vidéo, moi quand je vois le boulot que ça doit être pour les autres, le boulot que c'est déjà pour moi de faire ça, je me dis, putain, mais les youtubeurs, ils doivent y passer la journée, il faut enregistrer la vidéo, il faut la re-regarder en intégralité, il faut aller couper les parties qui te plaisent pas, faut refaire le montage, faut généralement ajouter ta petite vidéo d'intro avec sa petite musique, son petit machin. Derrière, il faut aller éditer à la fin de la vidéo les bidules. Enfin, c'est un boulot de dingue, quoi, que je ferai clairement jamais.
pourrais-tu du coup nous faire un petit tes ratios Fibo? Voilà, oui, c'est ça. Ah bah, tout à fait, c'est vrai que merci Anto. Euh, euh, Bah oui, oui, je l'ai fait, mais un peu plus tard dans la journée, ça a été fait. Euh, non, bah je suis désolé, je la refais pas. Comme je te dis, hein, quand je passe 1 heure à les enregistrer, j'ai autre chose à foutre que de recommencer, hein. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Allez messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et donc restez tranquilles. Aujourd'hui c'est la grosse journée. Si vous vous amusez à faire de l'intraday, sachez que ça va être une journée catalysée. Donc face à la volatilité escomptée, réduisez les leviers au moins de moitié pour pouvoir gérer le risque en cas de positions qui partent dans le mauvais sens. Tout simplement parce que quand ça balaye comme ça et que c'est volatile, ça va généralement, même si ça va chercher vos zones où vous allez invalider, ça va très souvent essayer de déclencher les stops, puis revenir sur votre prix d'entrée derrière. Donc par contre, si votre niveau d'invalidation est atteint par votre position, n'oubliez pas que si un pullback vous est offert à break-even, il faut se faire la malle. Hein, voilà, c'est le dernier truc que je vais vous donner aujourd'hui. Voilà, admettons, voilà, vous le prenez. Là, c'est bon, il est potentiellement en train de se valider ce cycle à la clôture de la bougie. Voilà, il reste 5 minutes. Donc là, dans 5 minutes, théoriquement, le signal est valide. Mais vous ne pouvez pas l'acheter. Pourquoi? Alors, je vous laisse 2 secondes. D'accord. Là, vous ne pouvez pas acheter la clôture de cette bougie, hein. Je vous laisse 2 secondes le temps de réfléchir parce que je préfère que les raisonnements viennent de vous, que ce ne soit pas juste moi qui vous abreuve d'informations. La raison, elle est simple. Quelle est la règle de trading simple avant d'appuyer sur le bouton? Là, vous ne pouvez pas passer l'étape 2 de la stratégie. C'est-à-dire que même s'il y a le signal et tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas. On n'achète pas dans la partie haute d'un canal. Ce qui fait que là, si vous voulez acheter, vous êtes obligé de mettre un ordre conditionnel sur les 50% et espérer que le marché vienne vous faire un petit pullback par là. Mais vous n'achetez pas la clôture de cette bougie parce que vous êtes dans une zone où les vendeurs travaillent. Donc, dans une zone où les vendeurs travaillent, vous ne voulez pas être la contrepartie d'un vendeur. Parce que s'il a raison, vous avez acheté des prix de merde et lui, il a vendu des bons prix. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez acheter, là, vous attendez un petit pullback sur les 50%. Et dans cette zone-là, c'est intéressant d'acheter. Voilà, à condition que le signal soit validé également, hein. Voilà. C'est tout. Allez, voilà. Donc soyez sages et n'oubliez pas, hein, donc aujourd'hui ça va être un petit peu compliqué comme séance puisque tout repose un peu sur la vision qu'on a d'Apple, qui est en plus donc une action totalement épidermique. C'est-à-dire que si elle décide d'enfoncer, aujourd'hui Apple elle peut très bien sur le support, tenir le support toute la journée et la dernière heure à Wall Street, boum, on enfonce et on fait -6 de plus. Ça me surprendrait absolument pas, hein. Voilà, Apple, qu'on soit bien d'accord. Les objectifs graphiques, si cette zone-là ne répond pas, sont très très loin, hein. Si ce support-là il réagit pas, le prochain support il est par là, hein. Et ça va faire mal, quoi. Ça va casser des culs. Enfin là, les mecs qui tiennent les achats là-haut, ils commencent déjà à pleurer un peu, mais si on les enfonce en ligne droite, ce soir ils déclenchent les stops, hein. C'est-à-dire que, enfin pas ce soir, mais on va dire de la semaine prochaine ils déclenchent les stops. Si dès la semaine prochaine on attaque les supports, les mecs ils vont pleurer, quoi. Donc c'est le but, hein. Moi j'ai dit Apple, je ne sors le trade que lorsque je vois les mecs paniquer. Quand je vois tout le monde paniquer, que je vois Apple ou dans tous les JT, je sais qu'il faut encaisser mes ventes, mais pas avant. Je parle d'encaisser globalement, c'est-à-dire ne plus être vendeur. Pour l'instant, des petits TP partiels, pourquoi pas, pour faire de la gestion du risque. Si vous êtes un peu débutant, vous amusez pas à faire de la gestion du risque. Si vous avez vendu en haut avec moi, putain, restez tranquille, vous touchez rien, vous laissez faire. Tant que les mecs ils sont pas en train de pleurer leur race, il faut rester vendeur, quoi. Allez, bye bye.